auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et très ravi d'être avec vous dans cette édition de 20h15 que nous débutons avec la cérémonie de réception de 5 véhicules de marque Toyota Hilux ce matin à la société RI du Niger. Une aide de la République du Japon. Ibrahima Abdelkader était avec Moumouni Abdurrahman pour ce reportage. C'est un financement à hauteur de 199 932 578 francs CFA de la République du Japon au profit de la société RI du Niger. Ce financement est reparti comme suit. L'achat de 5 véhicules Hilux double cabine, la construction de 2 grands magasins et restauration des autres, le renouvellement de 3 usines pour renforcer la capacité de production, le renforcement également de la digue au bord du fleuve Niger pour éviter l'inondation des années antérieures qui avait occasionné l'arrêt des travaux. Une initiative qui vient ravir l'État du Niger. Permettez-moi d'exprimer tout l'honneur et le plaisir que j'approuve de m'acquitter à l'agréable devoir de présider la présente cérémonie de réception des bâtiments rénovés de la société RI du Niger qui cadre parfaitement avec le programme de la Renaissance, acte 3 de son Excellence Bazoum Mohamed. Le gouvernement de la République du Japon vient une fois de plus montrer l'exemplarité de la coopération qui existe entre nos pays. Je voudrais à cet égard saluer et me féliciter de l'intérêt tout particulier que la République du Japon accorde au développement de l'agriculture au Niger à travers ses multiples appuis à la société RI du Niger. Après, ce fut le tour de l'ambassadeur du Japon pour son allocution. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui concerne 3 projets mis en œuvre par le RI du Niger ou le RINI. C'est une très bonne occasion pour moi de m'imprégner effectivement des effets bénéfiques réalisés dans le cadre de la coopération économique japonaise. Votre pays, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, a établi la stratégie nationale de développement de la riziculture 2021-2030 pour atteindre l'autosuffisance en riz à l'horizon de 2026. Le RINI prend en charge les opérations depuis la collecte de riz récolté jusqu'à son décortiquage. Ainsi, il assume le rôle essentiel dans la chaîne de valeur de la riziculture nigérienne. Compte tenu de l'importance de cette structure, le Japon a marqué son accord continu pour le financement de 6 projets depuis 2016. La cérémonie d'aujourd'hui a pour objectif de constater les performances réalisées
au titre des 3 projets mis en œuvre de 2019 à 2021. Une visite des lieux et la présentation des différentes qualités de riz du Niger existantes a sanctionné la fin de la cérémonie. Riz du Niger est une société qui fait la fierté de tout le Niger et le gouvernement nigérien, possédant plus de 70% des actions aussi, devrait de temps à autre apporter sa pierre à l'édifice. En tout cas, la République sœur du Japon a réaffirmé son engagement de toujours accompagner cette société partout où le besoin se fera sentir. Le mariage des enfants semble être un phénomène sans solution au Niger malgré les législations en vigueur. C'est ce qui ressort de ce reportage réalisé à l'occasion de la journée de l'enfant africain par des enfants reporters. Suivez plus tôt. Nous sommes dans une zone faible, dans une zone donc les filles sont confrontées à des mariages précoces, et surtout les élèves. Donc les parents les font renvoyer des fois pour leur faire marier précocement. Donc nous avons fait beaucoup d'efforts pour pallier à ce problème. Les enfants qu'ils font marier, c'est des filles qui travaillent à l'école, qui ont des bonnes notes. Et ils les font renvoyer pour aller leur donner en mariage. Un village situé à quelques kilomètres de la ville de Niamey. À Kahé, chaque année, plusieurs filles sont victimes de mariages précoces et ou forcés, une cause de la déscolarisation des enfants. C'est le cas de Adama. École de Wem Kota Ngadambi Mijanga Nobi à Mijangata. Madame. Le chèque scolaire des membres de la famille fait aussi de Halima une victime. Halima to Koiranga. Do sa pegego. Arwad école na wala arwad. No non war école collège kay. Abanga mana abanga ka. Bangama. No acce moran war école. Ganse murta kina 6e. Koy burtim 6e du kabal dole ganni ka e bi mi wurto. E bi mawna jangi filake filatati hebay. E bi yadi nga e gena faale école on tay ke min do mi hetta. Wurto min do kay mi habbani. Mi ganni kan kabal dole e kabbini ka. Le gontirra e gora. La population nigérienne est à 99% musulmane. Que dit l'islam sur ce genre de mariage? La question du mariage en islam est une question capitale. L'islam ne connaît pas le mariage forcé de telle manière que nous sommes en train de vivre. Nous voulons peut-être vous rappeler une histoire au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un père qui a voulu donner sa fille par force au mariage. La fille a eu le courage de convoquer son père devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a écoutés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné raison à la fille. Donc pour dire que le papa n'a pas droit de forcer la petite fille. Le mariage, comme je l'ai toujours dit, c'est une question d'adoration. Donc une adoration d'Allah ne doit pas être forcée. À rappeler aux parents que la place des enfants est à l'école car l'éducation des filles est très importante et les filles des zones rurales, tout comme les autres, ont droit à l'éducation. Autre aspect de l'actualité dans cette édition, les quarts de finale ont commencé au tournoi de grandes vacances organisé par l'AS Algérie. 4 grandes matchs se sont déroulés. Retrouvez Ibrahima Abdelkader et Kantama Ibrahim. Le tournoi de grandes vacances initié par le club AS Algérie se poursuit et tend vers la fin. Pour cette journée des débuts de quart de finale correspondant à la 11e journée du tournoi, 4 grandes équipes se sont confrontées, à savoir TIEF FC a affronté B13 FC et le deuxième match a opposé Légende à l'AS Jean Gorzo.
À l'issue des 2 matchs, B13 FC et l'AS Jean Gorzo se sont qualifiés pour la demi-finale. Quelques appréciations du tournoi et erreurs sur le terrain détectées ici par les joueurs. On a gagné tous nos 3 matchs, mais maintenant on nous mène 1-0. Non, mentalement, on n'est pas mentalement concentré, c'est à cause de ça. Mais on a eu l'opportunité de marquer même 2 buts. Ça n'a pas marché. Mais on va attendre à la deuxième mi-temps pour voir comment on va. Mais c'est le première édition, mais ça se marche très bien. C'est un tournoi qui se marche très bien. Et bon, pour le moment, nous on est calme, on est serein quoi. Et bon, pour le moment, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. On essaie juste de corriger ce qui s'est passé. Peut-être à la deuxième mi-temps. Bon, juste on a remarqué qu'au niveau du milieu, il y avait une petite défaillance. Donc nous qui étions derrière, on essaye de corriger pour aller un peu de l'avant. Essayer de marquer, atteindre notre objectif qui est d'aller en demi-finale. Pourquoi ne pas décrocher la finale? Je lance un remerciement au président Carillo qui a eu vraiment cette initiative de penser à organiser ce genre de tournoi aux jeunes de la ville de Niamey. Vraiment, on remercie monsieur le président Carillo pour cela. Et pour le tournoi, depuis le début de ce tournoi, on n'avait eu aucun problème. Concernant le match qu'on vient de finir là, vraiment, c'était un bon match. On a donné tout ce qu'on pouvait, mais malheureusement, il y a toujours un gagnant et un perdant. Je félicite l'organisateur qui a pu organiser ce tournoi. C'est grâce à ce tournoi qu'on puisse reconnaître les joueurs qui sont dans les couloirs, dans les quartiers. On souhaite ça, on souhaite le bon Dieu qui nous amène jusqu'au final. Je vous conseille d'aller jouer dans des clubs, vraiment. Parce que j'ai traversé ça dans ce tournoi-là. J'ai des joueurs qui ne jouent pas dans des clubs, quoi. Vraiment. S'ils jouent dans des clubs, on va essayer de même gagner le match. On ne va même pas aller au tir au but. Parce que s'ils jouent dans des clubs, vraiment, c'est mieux pour eux. Et il y a le club AS Aleri qui ouvre ses portes aux jeunes de venir s'inscrire. C'est gratuitement. C'est gratuitement. Partenaires et comités d'organisation se disent satisfaits de cette première édition. Pour le moment, ça va, tout se passe bien. Donc, les équipes sont présentes. On joue les matchs normalement sans aucun problème. Lundi et dimanche lundi, les demi-finales. Et le samedi, le 17 septembre, la finale. C'est pour demander au public, à l'endroit des joueurs évidemment, et le public aussi, c'est de venir massivement pour supporter les équipes. Et quant aux équipes, on leur demande vraiment de patienter. Parce que le fait d'organiser, d'amener beaucoup de gens avec eux, c'est pas facile. Donc on leur demande vraiment trop de patience et puis on gère ça ensemble. De ce que j'ai vu, c'est des talents. Donc moi, ça me motive encore plus à dire, Inch'Allah, pour la deuxième édition, on fera plus, on les accompagnera. Et je prends l'engagement encore d'aller chercher plus de sponsoring pour motiver ces équipes. C'est des jeunes talents, donc c'est un cri de cœur que je lance à tous les Nigérians. Si vous pouvez investir dans le football. En demi-finale, c'est ce week-end, Inch'Allah, donc vendredi et samedi. Puis la finale, c'est le 17 septembre. Effectivement, donc je dirais aux équipes qui vont compétir à la demi-finale et à la finale, donnez le meilleur de vous. Voilà, donnez le meilleur de vous. C'est certain qu'à travers le football, ça fait sortir la culture d'un pays. Donc moi, tout ce que je voudrais, c'est Inch'Allah que ces joueurs aillent loin à l'international, qu'on puisse continuer à les soutenir. Et quant à la population, ce que j'aimerais, investissez dans le sport. À titre personnel, des gens nous ont sponsorisés. Alors je me dis, tout en chacun peut faire idem. Pour la 12e journée du tournoi, toujours pour les quarts de finale, l'AS Pavé va chercher son ticket pour la demi-finale contre Imam Malik et l'AS Famey sera en face de Espérance B. Actualité internationale à présent. Après plus de 70 ans, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, est décédée. Africa News lui a rendu un hommage à travers un reportage. Suivez plutôt. La reine Elisabeth II a régné plus longtemps que tout autre monarque britannique.
Au milieu de changements et de défis étonnants, elle est restée constante et résiliente. Elle est devenue reine du Royaume-Uni en 1952. Elle n'était pas destinée à régner, mais lorsque son oncle a abandonné le trône en 1936, sa vie a changé à jamais. Elle est couronnée à l'âge de 25 ans seulement, le début d'une vie de service public. Je me consacrerai à votre service, mais je veux vous demander à tous de prier pour que Dieu me donne la sagesse et la force et que je puisse le servir et vous servir fidèlement tous les jours de ma vie. Et c'est ce qu'elle a fait. En tant que chef du Commonwealth, elle a effectué d'innombrables voyages à travers le monde. Louée comme une figure de stabilité et connue pour son sens aigu du devoir, elle a rencontré pendant son règne plus de présidents et de dirigeants que tout autre chef d'État. Disposant de peu de pouvoir exécutif, elle est passée maître dans l'art de la diplomatie discrète. Mais tout n'a pas toujours été rose. En 1992, 3 de ses enfants, le prince Andrew, la princesse Anne et le prince Charles, se séparent de leurs conjoints. Ce qui avait commencé comme un conte de fées prometteur est devenu un festin pour les tabloïds. La réputation de la famille est à son plus bas niveau depuis une génération. Ce n'est pas le seul dommage. Un incendie détruit une partie du palais de Windsor et le contribuable britannique rechigne à payer la facture. Selon les mots de la reine, 1992 n'est pas une année sur laquelle je me retournerai avec un plaisir non dissimulé. Elle s'est avérée être une annus horribilis. La mort de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris a changé l'opinion publique sur la monarchie. Le choc et le chagrin public sont immenses. La reine conserve sa réserve caractéristique et reste d'abord à Balmoral, une décision qui laisse la famille royale déconnectée de l'opinion publique. Mais un retour rapide à Londres permet à la reine de rester dans le cœur de son public. La monarchie se remet de cette tourmente. La popularité royale atteint de nouveaux sommets grâce au petit-fils de la reine. Le prince William et le prince Harry épousent des roturiers, modernisent la monarchie et donnent naissance à une nouvelle génération qui suscite l'admiration du public. Mais en 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont quitté la famille royale en se plaignant du traitement réservé à Meghan par les tabloïds britanniques. Ils ont cité des brimades et des attitudes racistes envers la duchesse. Celui qui s'est tenu aux côtés de la reine à travers tous les hauts et les bas de la vie royale était le prince Philippe. Au moment de son décès, ils étaient mariés depuis 73 ans. Elle a déclaré qu'il avait toujours été sa force. La reine Elisabeth II était forte, fiable et engagée, et le peuple l'aimait pour cela. La nation a eu l'occasion d'exprimer sa gratitude lors du jubilé de platine qui a marqué les 70 ans du règne d'Elisabeth. Les 4 jours de célébration et d'apparat ont apporté un soulagement bienvenu dans une période économique et politique troublée. En raison de la fatigue, la reine n'a pas pu assister à tous les événements, mais elle est apparue sur le célèbre balcon du palais pour s'entretenir une fois de plus avec ses sujets. Une image durable d'un monarque très apprécié. Toujours par rapport au décès de la reine Elisabeth II, tous les pays du Commonwealth lui rendent hommage, certains même envient une certaine indépendance. Suivez plutôt ce reportage de TV5 Monde. Du Canada à l'Irlande du Nord, en passant par l'Australie, les pays du Commonwealth rendent hommage à Elisabeth II. Après sa mort, je pense qu'elle aimerait que l'Australie reste un pays du Commonwealth. Selon sa constitution, l'Australie est une monarchie. Le souverain britannique est le chef du pays à titre honorifique. Mais le 31 mai, le gouvernement australien nommait un ministre délégué pour la République. Une dénomination très symbolique qui illustre sa volonté de se défaire progressivement de la monarchie britannique. En novembre 2021, la Barbade avait scellé son divorce avec la couronne et devenait ainsi une république. Même souhait à la Grenade et en Jamaïque, où fin mars, des habitants ont manifesté contre l'ancienne puissance coloniale. Ça fait maintenant 60 ans d'indépendance, ça fait trop long maintenant. Et les Jamaïcains ont clairement dit à la reine et à sa famille qu'il est temps de changer. La reine Elisabeth II incarnait la puissance et l'influence de la monarchie. Sa disparition pourrait-elle accélérer l'émancipation d'autres États du Commonwealth ? Selon une récente étude,
plus de 50% de la population canadienne souhaite la fin de la monarchie constitutionnelle. Après sa mort, je pense... Du Canada à l'Irlande du Nord, en passant par l'Australie, les pays du Commonwealth rendent hommage à Elisabeth II. Après sa mort, je pense qu'elle aimerait que l'Australie reste un pays du Commonwealth. Selon sa constitution, l'Australie est une monarchie. Le souverain britannique est le chef du pays à titre honorifique. Mais le 31 mai, le gouvernement australien nommait un ministre délégué pour la République. Une dénomination très symbolique qui illustre sa volonté de se défaire progressivement de la monarchie britannique. En novembre 2021, la Barbade avait scellé son divorce avec la couronne et devenait ainsi une république. Même souhait à la Grenade et en Jamaïque, où fin mars, des habitants ont manifesté contre l'ancienne puissance coloniale. Ça fait maintenant 60 ans d'indépendance, ça fait trop long maintenant. Et les Jamaïcains ont clairement dit à la reine et à sa famille qu'il est temps de changer. La reine Elisabeth II incarnait la puissance et l'influence de la monarchie. Sa disparition pourrait-elle accélérer l'émancipation d'autres États du Commonwealth ? Selon une récente étude, plus de 50% de la population canadienne souhaite la fin de la monarchie constitutionnelle. Revenons à présent au pays pour évoquer le volet reportage de ce journal qui nous amène à Agadez, zone principale de transit des migrants africains qui tentent d'aller au Maghreb et en Europe. La plupart des migrants qui ont pu aller au Maghreb dénoncent les législations discriminatoires et les nombreuses violations des droits dont ils sont quotidiennement victimes, d'où leur vulnérabilité. C'est un reportage réalisé dans le cadre du projet Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication mis en œuvre par l'UNESCO en partenariat avec AGICEM Niger. Très bonne réception et au revoir. Située entre le Sahara et le Sahel, Agadez est la plus importante ville du nord du Niger. En effet, la ville qui était le carrefour des caravanes qui reliaient l'Afrique du Nord à l'Afrique noire est aujourd'hui le carrefour de l'espoir et des rêves brisés des migrants. Ceux principalement qui ont pu aller en Libye ou en Algérie et retourner dénoncent vivement le traitement inhumain qui leur sont infligés. Là-bas, les violations des droits des migrants sont quotidiennes. Originaire de la Côte d'Ivoire, Olivier, migrant refoulé de l'Algérie il y a 3 mois, est un exemple illustratif. Il témoigne de tout ce qu'il a vécu comme maltraitance. Je viens de Côte d'Ivoire, mais j'étais à Algérie. D'Algérie, j'ai fait 3 ans là-bas. Et mon travail, j'ai construit briques. J'étais marchand, quoi. Bon, Deraf nous a pris d'Algérie, venu nous laisser à Arlit. C'était Arlit où nous ont pris et nous ont amenés à Agadez. Bon, d'Agadez, je suis rentré dans 3 mois quand j'étais à Agadez. Mais ce qui nous fait vivre à Agadez, on est venu rentrer dans une société l'OM. Puisque quand nous ont rappelé, ils ont tout pris, du téléphone. De là-bas, d'ici la route d'Algérie, même tu ne peux pas appeler quelqu'un là-bas pour pouvoir te soutenir. Et là, tu n'es pas arrivé à Agadez ici encore, tu n'as plus le droit d'avoir téléphone encore. Et de là, on a fait 3 mois à Agadez. On disait, après les Français, on dit qu'Avril Mois n'est pas fait de couteau. Une fois que les choses sont déjà serrées sur toi, tu n'as aucune choix. Et tu vas entendre toute la difficulté, mais tu vas t'enforcer dedans quand même, tout le monde le sait. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est rester ou sortir. Mais quand même, les Africains noirs s'efforcent pour courager ces difficultés-là, pour se chercher. Et il y a un autre frère qui reste dedans, et il y en a qui ont eu la chance, qui sont sortis dedans aussi. Mais c'est ceux qui sont en Europe aujourd'hui qui nous donnent courage, les jeunesses d'Afrique encore, de les rejoindre. Un Africain, quand tu es chez toi, partout l'Afrique, c'est chez toi. Et quelle que soit la situation de l'Afrique, on reste tous les Africains ensemble. Ça aussi, c'est vrai. Partout où tu es, tu peux te chercher en tant qu'un homme. Mais avant de te chercher la jeunesse d'Afrique, ce qui les fatigue, il y a beaucoup de galères. En Algérie, bon, tout le monde sait bien que les Noirs qui quittent les pays noirs pour aller chez les Arabes, ça devient autre chose. C'est des deux chemins. Par exemple, on ne peut pas prendre Kabyl pour dire qu'il va faire la même vie que Mouton. Tout le monde sait ça bien. Les Arabes sont des Arabes, les Noirs sont les Noirs, on ne peut pas vivre comme eux. Et ils vont nous traiter comme ils veulent. Mais c'est forcé, on est saisi, on n'a aucune choix.
Conscient des difficultés et des risques de migrer vers l'Algérie, rien n'effraie pourtant Bilyaminou Amadou, originaire du département de Tibiri-Douchi, rejoint de Dosso. Face, dit-il, à la pauvreté, on n'a pas le choix. En transit à Agadez, trouvé à bord de ce véhicule prêt à partir, il raconte les causes de sa migration tout en dénonçant la non-assistance des autorités dans la protection de leurs droits humains en cas de difficultés dans le pays d'accueil. Avant, j'avais mon petit commerce, je m'approvisionne du Nigeria. C'est la douane qui est à la cause de la détérioration de mon petit commerce, car elle a saisi toute ma marchandise un jour et c'est la cause de mon aventure de migration. Notre première préoccupation, c'est qu'on migre sans aucune matière d'activité génératrice de revenus. Et la seconde est qu'en cas de difficulté en Libye, on ne vient pas en aide. Ceci est dû à une faiblesse de la diplomatie nigérienne qui préfère faire un appel à un arabe à qui on a confiance que de faire appel à ses diplomates. Nous lançons un appel aux autorités de revoir les conditions de transport. Conscient de toutes les difficultés dont sont victimes les migrants, refoulement, torture, autres brimades et même la mort, aussi bien dans le désert que dans les pays d'accueil, Alarme Fond Sahara ne se lasse pas de sensibiliser ces migrants pour améliorer leur situation. Nous ne sommes ni pour ni contre le déplacement des personnes à travers le désert, mais en tant que société civile, nous disons que la migration est un droit universellement reconnu, contenu dans tous les instruments juridiques que nous connaissons. Il suffit de tenter autant que faire se peut d'être en règle et de faire une migration réussie. Le centre-ville est réputé être convoité par les organisations internationales qui souvent n'assurent pas la protection nécessaire aux migrants. Et les services administratifs qui sont dans les centres urbains. Alors notre stratégie, c'était d'aller au contact de ces personnes. C'est pourquoi nous avons opté pour le quartier Misrata, où l'accès est très facile. Et voilà, ce choix, je dis, cette géolocalisation est très favorable, non seulement, en tout cas pour les migrants eux-mêmes, mais aussi pour les autres partenaires qui veulent connaître encore l'aspect physique d'Agadez, parce que tout le temps, les activités sont concentrées au centre-ville. Et nous avons fait exception pour attirer l'attention des personnes vers la périphérie pour voir la réalité. Dorénavant que beaucoup de migrantes et migrants qui essaient de déplacer informent, ne serait-ce que leur pays, qu'à telle date, par exemple, nous avons quitté la localité d'Agadez en direction de la Libye ou en direction de l'Algérie, où ils informent qu'ils voyagent, par exemple, avec des co-voyageurs, co-voyageuses de tel ou tel autre pays, et qu'ils portent avec eux nos numéros de contact, parce que APS dispose d'un numéro vert par lequel on peut nous appeler, en tout cas en territoire nigérien, quel qu'en soit l'endroit où on se trouve, si toutefois les réseaux le permettent, et pour nous signaler des cas de détresse. Ils portent ça avec eux et ils les distribuent aux besoins. Nous disons que notre message, en tout cas, porte fruit. Nos collaborateurs, qui sont nos lanceurs d'alerte. Et à Assamaka, le village frontalier avec l'Algérie, qui est à 15 km du No Man's Land, le point 0, nous avons 3 lanceurs d'alerte. Dans le département de Bilma, qu'on appelle la zone du Kawa, nous avons 4 lanceurs d'alerte positionnés à Bilma, à Djirikou, à Laté et à Sigidi. Ici, à Agadez, nous avons 5 lanceurs d'alerte. Malheureusement, une de nos lanceurs d'alerte est décédée, paix à son âme. Actuellement, nous avons 4 qui sont là. Donc, ces personnes sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Avant-hier encore, nous avons un autre appel de détresse à partir de la frontière libyenne, où il nous est demandé de chercher un homme adulte qui se serait égaré dans le désert après une pause quelque part, avec photo à l'appui. On nous demande tantôt, en tout cas, de lancer l'appel pour voir comment on peut le sauver.
Alors, vraiment, Allah subhanahu Sahara a vraiment des tentacules, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Et les organisations qui œuvrent dans le même sens que nous, que ce soit au niveau international ou au niveau sous-régional, local, font appel à nous pour apporter notre expertise à ce travail de la migration. Il y a par exemple des migrants qui reviennent de l'Algérie ou de la Libye, où ils ont fait des économies, ils rentrent avec leurs biens. Certains transporteurs ou certains intermédiaires leur empêchent d'être en possession de leurs biens. S'ils nous saisissent, nous nous portons garant et nous essayons de faire les démarches nécessaires pour les mettre dans les droits. Et beaucoup ont pu rentrer dans leurs droits. J'ai parlé des cas des femmes, des filles qui sont violentées, qui sont violées. Nous avons aussi mis au devant, en tout cas, notre rôle de défenseurs et de protecteurs des droits humains pour les mettre dans les droits. Autre cas, c'est le cas des femmes domestiques qui travaillent. Après, par exemple, 5-6 mois, elles se disent, parce qu'elles ne prennent pas l'argent, elles disent au patron, à la patronne de garder leur argent. 5-6 mois après, elles se disent qu'elles ont suffisamment de poids, soit retourner au pays ou continuer. Quand elles réclament, les patrons et les patrons les menacent. Ça peut être les ouvriers sur les chantiers de construction, ça peut être des apprentis dans des garages ou des ateliers de construction métallique ou de construction bois. Des situations comme ça se présentent, même dans des restaurants. Nous intervenons auprès de ces personnes par la voie la mieux adaptée. Si nous ne pouvons pas le faire directement, nous passons par la police, par la gendarmerie pour mettre ces personnes dans leurs droits. Et beaucoup sont rentrés dans leurs droits. Ils ou elles ont continué ou sont retournés parce qu'elles sont rentrées et ils nous font des témoignages de remerciements. Et ils parlent de nous à travers d'autres réseaux. Que si vous arrivez à Agadez, au cas où vous aurez en tout cas des soucis, n'hésitez pas à contacter Allah Sahara qui est à l'écoute des migrants et des migrantes. En charge de la promotion et de la protection des droits humains, la Commission nationale des droits humains CNDH, avec l'appui d'autres associations, mène aussi des actions pour une bonne protection des droits des migrants. Qui sont garantis par les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. Donc, en parlant du droit de l'homme, on dit que c'est des droits qui sont universels. Donc, toute personne doit en bénéficier du fait qu'il est un être humain. Supprimer l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Et ça veut dire que c'est des droits reconnus universellement à tout le monde. Les migrants sont aussi protégés. On ne peut pas dire que leurs droits ne sont pas protégés. Quand on prenait les droits des migrants, on va d'abord commencer par le droit à la mobilité. C'est un droit reconnu à l'être humain. C'est un droit universel, le droit à la mobilité. Et si vous prenez l'article 13, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dit que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et revenir dans son pays. Maintenant, chaque État, en vertu de sa souveraineté, peut définir sa politique migratoire. C'est de définir les conditions d'entrée et de séjour sur son territoire. Donc maintenant, ça dépend de la personne qui quitte son pays pour un autre pays. Est-ce qu'il quitte légalement son pays pour le pays de destination que la personne détient ses documents de voyage pour pouvoir bien effectuer le déplacement? C'est ça. Donc si la personne voyage avec ses documents de voyage, je pense qu'il ne doit pas être inquiété. Il n'y aura pas de problème. Mais quand vous voyagez irrégulièrement, mais je pense bien que c'est là où le problème se pose. C'est là où on constate que les droits des migrants ne sont pas protégés. Alors que nous-mêmes, vraiment, si vous remarquez, s'il ne détient pas ces documents de voyage, ça veut dire que lui-même, il est en faute. Il est nécessaire de protéger ces droits, même s'il est en situation irrégulière, parce qu'on parle de droits universels, des droits de l'homme. Les droits de l'homme, si vous prenez, vous avez le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit à la mobilité, tout ça,
c'est le droit de l'homme, le droit au travail. Maintenant, c'est comprendre que même si la personne n'est pas en règle, il y a des droits qui doivent être protégés. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas en règle que peut-être aujourd'hui on va vouloir lui ôter la vie, parce qu'il a droit à la vie. Donc il a droit à certains droits que les instruments juridiques nationaux et internationaux lui reconnaissent. Donc c'est ça. Mais certains de ces droits aussi peuvent lui être privés, parce qu'il a enfreint à la loi. Quand on enfreint à la loi, donc on doit répondre de ces violations. Donc il y a certains droits qui sont protégés, et il y a d'autres aussi, vraiment, s'il commet une infraction, il sera poursuivi. Donc voilà. S'il y a violation, la CNDH est une institution de l'État, une autorité administrative indépendante. Elle mène des investigations pour constater le cas de violation. Là, s'il y a violation, la CNDH se déplace elle-même pour se substituer à la victime pour le mettre dans ses droits. Comme on le voit face aux politiques migratoires de plus en plus coercitives, les personnes migrantes sont très vulnérables car exposées à tous les abus, surtout si elles sont en situation irrégulière. Présentes dans les pays de départ, de transit et d'accueil. Les institutions de protection des droits humains doivent inciter les autorités de nos pays à collaborer entre eux pour revoir l'application des lois encadrant la protection des droits humains des migrants. La migration est un droit et chacun doit avoir cette possibilité d'aller là où il veut sans être inquiété. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.